Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES et on se retrouve aujourd'hui encore pour un nouveau Nichen, rétrospective du MCU. Et aujourd'hui, on parle de l'incroyable Hulk. Vous avez vu la couleur derrière moi, vous avez compris directement qu'on parlait de... j'ai pas la fin de Shrek. du géant vert. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tarek à ma gauche. That's right. Bonsoir Tarek. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Ça va, hein, tranquille. Hein. Alors, ça a dit quoi ce visionnage de deuxième film du MCU? Bah écoute, à l'époque, j'aimais pas ce film. Maintenant que je l'ai revu, j'aime toujours pas ce film. J'adore. Et tu sais quoi, on va faire un truc assez simple. En premier lieu, donne-moi les points négatifs pour toi de ce film. Attention, c'est un gros risque. Vas-y, les points négatifs. Ça Edward Norton. Ok, oui, je comprends. Vu que dans le MCU, c'est notre Bruce Banner, c'est Mark Ruffalo. En fait, là, à chaque fois que je retourne voir ce film, je suis en mode... c'est un film du MCU, mais en même temps, pour moi, c'est pas un film du MCU parce qu'on n'a pas notre Hulk, quoi. Donc voilà, moi, en fait, le truc, c'est que Hulk, de base, ce n'est pas un personnage qui m'intéresse seul. J'aime bien ce qu'il apporte avec des groupes de super-héros. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup voir un film de Hulk avec Mark Ruffalo. Mais voilà, donc ouais. Mais c'est qu'est-ce qui te dérange chez Edward Norton, du coup? J'aime pas En fait, je trouve que En fait, à chaque fois que j'ai vu des films Hulk, je trouve que physiquement, ils étaient un peu plus... Je sais pas comment expliquer ça. Un peu plus trapus, plus costauds, les acteurs. Okay. Lui, je le trouve très fin. Et donc, du coup, ce que j'aime pas par rapport à lui... C'est un bon acteur. Hein. Après, on sait très bien aussi qu'il est chiant comme gars. Sur ce film, il a aussi été. Mais j'aime bien aussi... parce qu'il faut savoir, ce film, je l'ai vu quand j'ai vu la première fois les films du MCU. J'ai vu après ce film. Je ne l'ai pas vu aussi au début. Le fait que, par exemple, chez Mark Ruffalo, le Hulk lui ressemble même physiquement. Là, le Hulk d'Edward Norton, il est costaud, il est quand même stylé, mais il n'y a pas un truc... Il n'y a pas de trait du visage qui ressemble à Edward Norton. Exactement. Donc, en fait, c'est juste que c'est... Quand je dis Edward Norton, c'est juste parce que, en fait, pour moi, c'est Mark Ruffalo. Parce que tu as une comparaison constante à Mark Ruffalo. C'est pas Edward Norton le problème, c'est le fait que ce ne soit pas Mark Ruffalo. Ouais, c'est plus ça, c'est vrai. Ok. Autre chose que tu n'as pas aimé? Non, en vrai, c'est plus ça. Et oui, j'ai pas un grand intérêt. Tu disais que tu n'aimes pas le film. Ouais, j'ai pas un grand intérêt pour ce film et pour le personnage de Hulk seul, en fait. Donc, ça veut dire que quand je regarde le film, je suis un peu en mode ok, c'est sympa, mais sans plus. Ok, intéressant. Et pour dire, moi, en point négatif, je trouve que déjà, on ressent que le film est un petit peu charcuté. On a l'impression que il y avait quelque chose qui était raconté et que ça se sent quand le studio a tout charcuté dedans pour faire comme eux, ils avaient envie. Ça ne veut pas dire que le film est incohérent, mais c'est surtout que le film, à des moments... pour moi, la meilleure partie du film, par exemple, c'est toute la partie au Brésil. Je la trouve super intéressante parce que je trouve qu'elle a un bon rythme, en fait. Ça m'aurait intéressé d'avoir un peu plus du Hulk au Brésil, peut-être avant d'arriver encore américain, blabla. Mais toute cette partie-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup voir le personnage de Bruce Banner être dans un truc où il essaye d'être oublié, où il essaye de gérer sa colère, toutes ces choses-là. Franchement, je kiffe trop cette partie-là. Tout ce qui vient après, je trouve ça un peu plus rushé. Et puis pour moi, par exemple, son Love Interest, comment elle s'appelle encore Betty Ross. Ouais, pour moi, c'est une des pires actrices qui existent au monde. Déjà, pour ceux qui regardent en français, peut-être que pour vous c'est différent, mais en anglais, sachez qu'elle parle tout le temps comme ça. What are you doing? Donne envie de chier, c'est un truc de ouf. Et donc c'est insupportable de regarder, en fait, parce que du coup, j'ai aucune empathie pour elle, déjà, par rapport à ce qu'elle vit. Déjà parce que elle est là sans être là, et quand elle est là, elle fait un peu plus chier qu'autre chose. Et puis surtout, c'est son personnage, elle est tellement mielleuse, c'est juste insupportable. De l'autre côté, dans la partie du Brésil, par exemple, quand il court Edward Norton, j'ai un gros problème de perruque, parce que déjà, ça se voit que c'est pas ses cheveux Edward Norton, donc du coup, voilà, je trouve ça un peu compliqué.
J'ai l'impression que le MCU a un gros problème de perruque par moment. Et là, voilà. Ça se sent aussi que c'est un film du MCU sans être un film du MCU. Donc, pour la petite anecdote, Universal, donc à l'époque où Marvel avait revendu les droits de ses personnages à plusieurs firmes, à savoir Spider-Man et son univers, à Sony, les 4 Fantastiques et les X-Men, Deadpool, etc., à la Fox, c'était Universal qui détenait du coup Hulk. Et voilà, il y a eu une discussion qui était pour essayer de récupérer Hulk, mais ils leur ont dit non. Ils leur ont dit par contre, on va faire un film Hulk et il peut s'inscrire dans vos films à vous. C'est pour ça que dès le début, dans le générique principal, on voit déjà Stark Industries, on voit même le nom de Nick Fury dans le générique du début. Et à la fin, du coup. Et à la fin, du coup, on voit Robert Downey Jr. Ouais. Mais on a ce truc de on va le faire, mais sans vraiment le faire. Donc, j'aurais préféré que soit il fasse un truc où il n'y a aucune rêve pendant tout le film et à la fin, tu as ça. Parce qu'ils ont retiré même la meilleure ref. Mais c'est ça en fait, mais c'est ça que je veux dire, c'est que soit tu le fais au bout, soit tu le fais pas. Et on sait qu'ils ont enlevé la ref de Captain America. Donc, la scène existe sur YouTube, hein, si vous voulez la voir. Et sur le DVD, si vous avez le DVD, ouais. Mais en soi, on voit qu'il y a cette scène où Hulk est en Antarctique ou en Arctique. En fait, il veut se suicider, ouais. Et Hulk l'empêche de se suicider. En se transformant, en fait, il y a une grosse... il y a un iceberg qui s'est... Voilà. En fait, et donc, du coup, ça fait casser... Il y a une chute de glace. Une chute de glace. Et on voit le corps de Captain America dans un morceau de glace. On voit le bouclier même. C'est ça. Bien. Et donc, ça devait amener justement, entre autres, à Captain America, mais ils l'ont enlevé. C'est dommage, c'est un bel easter egg. Hein. Et d'ailleurs, Mark Ruffalo, en tant que Hulk, enfin, en tant que Bruce Banner, dans les films plus tard, il dit « J'ai essayé de me suicider, je me suis tiré une balle, mais l'autre l'a recraché. Ouais. » Ça fait référence à cette scène qui a été supprimée. Ce que je trouve dommage. Donc, soit faites-le, soit ne le faites pas. Apparemment, je pense c'était par rapport au fait, à la direction qu'ils voulaient prendre avec Captain America qu'ils ont décidé d'enlever cette scène, apparemment. Ce que je trouve assez dommage, parce que pour moi, ça fonctionne, mais soit. Et j'ai vu aussi que le réalisateur du film, il voulait Mark Ruffalo, lui, de base, depuis le début. Ah, c'est possible. J'ai pas eu cette info, mais c'est un Français. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais je sais qu'il était sur un des Aliens aussi. C'était lui son premier choix, c'était déjà Mark Ruffalo à l'époque. Ok. En tout cas, on sent que... déjà, en règle générale, on sait que Edward Norton est du genre à charcuter les films de ses réalisateurs, notamment American History, où le réalisateur a même dit « Ce n'est pas mon film. Malgré les éloges que vous avez fait à ce film, ce n'est pas mon film. C'est celui d'Edward Norton. » Ici, la même chose. Ouais, il a un droit de regard spécifique. Et d'ailleurs, il a refusé de faire la promo du film parce que pour lui, ce n'était pas le film qu'il avait tourné. Ouais, lui, il dit pas ça. Lui, il dit que, genre, en fait, pour lui... les films doivent parler d'eux-mêmes, il dit ça. Bon, c'est un mytho. La réalité, c'est juste que ce n'était pas comme lui, il le voulait. Ouais, à la base, il voulait un film de 2h17, je pense. Donc, c'était 137 minutes de base et le film fait 112 minutes pour finir. Ouais, voilà. Donc, dans tous les cas, ce n'est ni le film du réal, ni celui d'Edward Norton, mais c'est celui du studio. Et d'ailleurs, à cause du flop de ce film-là en soi, ils ont décidé de dire, OK, vous savez quoi, Hulk, au MCU, vous en faites ce que vous voulez dans vos films, mais vous n'avez pas le droit d'en faire un film solo, parce que si c'est un film solo, c'est nous qui en sommes gérants, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de film solo de Hulk et que son arc narratif se fait sur plusieurs films d'autres personnages. Il n'y avait pas un conflit aussi par rapport à Infinity War, c'était pour ça qu'on ne le voyait pas dedans. Le fait qu'il ait peur de se transformer, c'est aussi parce qu'il y a eu un conflit de quelque chose, oui, ça je sais, parce que je crois qu'il y avait un nombre de films sur lesquels Hulk pouvait apparaître, et que s'il le faisait apparaître dans Infinity War, il ne pouvait pas être dans Endgame. Exactement, c'était ça. On voit comment il était dans Endgame. Voilà, il aurait été préférable de l'avoir dans Infinity War. Mais en plus, on le voit. On le voit au début. Mais oui, on l'a au début. Mais apparemment, c'est peut-être aussi une question de. C'est peut-être calculé en temps aussi. Oui, c'est peut-être. C'est toujours une galère. D'ailleurs, c'est pour ça que Spider-Man, on a failli ne plus avoir de Spider-Man après avec Tom Holland, mais ça, c'est encore une autre histoire. On peut remercier l'alcool. Exactement, on en discutera de ces anecdotes. Mais voilà, pour moi, toute la première partie, elle fonctionne super bien. J'aime beaucoup le design de Hulk parce que je le trouve extrêmement énervé, très... vraiment monstrueux. Monstrueux, exactement. Là où celui de Mark Ruffalo, je le trouve un peu moins monstrueux. Oui, il l'a été que très peu finalement. Mais même là, je le trouve un peu, parce que comme il a des traits un peu humains, justement, je le trouve moins flippant. Ouais, il a sa tête, quoi. C'est ça. En termes d'effets numériques, c'est assez dégueulasse, je trouve. Ça, c'est pas beau. Musicalement, le film est incroyable. Merci à Greg Armstrong qui a fait les musiques, parce que Craig Armstrong, pardon. Tu m'as rappelé, mais c'est vrai que plusieurs fois, tu as des plans très larges, etc. Où, par exemple, juste de la musique. Il y a des musiques. Les musiques, elles sont juste incroyables. D'ailleurs, il y a une musique que je trouve qui ressemble énormément à la musique de la mort de Freya dans Thor et qui devient aussi une musique de Loki par après. Et j'en parlerai peut-être sur Insta à un moment ou à un autre. Et un autre point fort pour moi, c'est parce que j'ai parlé que de points faibles. Vas-y. Un autre point fort, c'est Ross.
L'acteur de Ross, c'était vraiment le meilleur. C'est vraiment dommage qu'il nous ait quittés, qu'il n'ait jamais eu son Red Hulk. C'est très dommage. Ah, tu parles pas. Ah oui, non, tu parles du général. Oui, excuse-moi. Moi, je parlais de Blonsky que je trouvais excellent. J'allais dire Blonsky, donc du coup, l'abomination, l'acteur de Lie to Me. Exact. C'est juste son arrivée sur l'aérodrome, là, en mode lycée, Emil Blonsky, il est russe, mais il a grandi en Angleterre et il arrive tout stylé avec les cheveux au vent. J'ai puré, il est stylé. Moi, c'est sa course quand il a le sérum et que maintenant il court au milieu des autres soldats. Ça fait un peu comme dans Black Panther et Captain America sur Infinity War. Mais cette scène, j'étais en mode, je l'ai encore en tête, magnifique, même si après je trouve que le combat avec Hulk est ridicule. Mais en fait, il y a des points forts. Malheureusement, Blonsky, d'ailleurs, avec ce qui lui est arrivé dans She-Hulk, c'est juste une catastrophe. Mais comme ils ont dit que She-Hulk n'existe plus vraiment, j'espère qu'on le reverra bien. Mais on le voit déjà dans Shang-Chi aussi. Il se bat contre rapide, quoi. Mais on comprend aussi qu'il est plus vraiment méchant, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Il essaye de se réinsérer. Ce que je trouve dommage. Parce que c'est important. Mais bon, quand tu vois comment le personnage de Hulk a été charclé pendant tous les trucs, en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, en vérité, c'est une histoire qui n'est plus vraiment importante à raconter. Donc, on va lui créer peut-être une arc de rédemption aussi parce qu'on aime bien l'acteur, tu vois, et qui peut être réutilisé dans une équipe. Parce qu'il y avait aussi à un moment, je pense, une équipe de Thunderbolt. Ça parlait aussi de peut-être lui dedans à l'époque. Ah oui, ok. C'était pas fait, mais. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser parce que c'est vraiment un bon personnage, un bon acteur. Un bon personnage. Mais oui, je trouve que le film, en fait, a. Moi, je trouve personnellement le personnage de Hulk super intéressant seul. Parce que il y a une tension constante de est-ce qu'il va se transformer en Hulk. Donc du coup, pour moi, ça fonctionne seul plus que d'autres personnages. Parce que le moment où il est dans l'usine et qu'il va se transformer, ou le moment où il est dans le couloir de vitres, etc. Je suis toujours en mode. Cette scène, toujours en tête. Je l'ai toujours eu en tête. Même quand j'avais totalement oublié le film, dans What If, il y a un épisode où il y a de nouveau cette scène. Et je m'en suis rappelé, en fait. C'est une scène qui est toujours restée dans ma tête. Mais elle fait penser beaucoup aussi à la scène dans Amazing Spider-Man, de Spider-Man contre le lézard. Ils se battent aussi dans un truc comme ça. C'est vrai. Mais moi, je trouve que toujours ce moment où on va avoir la transformation de Hulk, c'est ce qui fonctionne le plus avec ce personnage. Même après, quand il est dans les Avengers, c'est tout. Le moment où il va se transformer, c'est toujours, voilà. Même dans Infinity War, tu râles quand même. Bah oui, c'est ça, parce que tu attends ça, en fait. Et en fait, moi, je trouve que le personnage fonctionne énormément pour ça. Le vrai problème, c'est que je pense qu'en termes d'écriture, on a toujours quelque chose qui manque à la partie Banner. D'ailleurs, c'est pour ça que dans Avengers, le premier, quand on va chercher Banner encore une fois dans un autre pays, tout le temps on parle, mais c'est là qu'on doit parler de lui. C'est lui dans un autre pays. Et ensuite, tu le ramènes et blablabla. Mais d'abord, parler de lui là. Il s'est beaucoup écrit aussi même sur d'autres planètes. Hein, donc, oui, c'est ça. Tu vois, moi, je trouve intéressant le Hulk dans un milieu sauvage aussi. C'est bête, mais si tu commences avec le Brésil, etc., qu'à un moment il se transforme et que même à un moment il a un combat face à une panthère, j'en sais rien, mais tu as d'abord un truc pour montrer la puissance, sauvage, le côté sauvage de Hulk. Moi, je trouverais ça intéressant. Une petite question. Vu que le film était censé peut-être même être plus long, est-ce que en fait les scènes parce qu'au début du film on a un résumé avec un générique de ce qui se passe, sa transformation. Ah oui, est-ce que c'est des scènes qui devaient être dans le film de base? Je pense bien, ouais. En fait, il y a énormément de scènes coupées. En fait, vous avez le DVD, il y en a plein. J'ai bien aimé ce truc-là que au lieu de refaire l'origin story de comment il a ses pouvoirs, on te montre un bref résumé avec un générique. J'ai grave kiffé. Moi, j'ai grave kiffé ça, mais je voulais savoir si c'était volontaire ou si c'était parce que, en fait, c'est des scènes qu'ils ont voulu couper. En fait. Là, j'ai pas l'info là tout de suite. Ça m'a l'air d'être des vraies scènes jouées, très jouées. Ouais, mais en fait, non, parce que normalement, la scène du suicide, elle devait être soit la scène du suicide, elle devait être soit avant. Le générique soit après, on ne sait pas trop. Donc moi je pense que le générique, ça c'est sûr et certain que ça devait être c'est des scènes qui ont été coupées non, que je veux dire par là que c'était voulu que ça soit déjà comme ça, puisqu'il devait y avoir normalement en intro la scène du suicide. Ok. Et c'était ça la vraie scène de départ en fait. Tu vois. Donc maintenant après le reste, il y a trop de trucs qui ont été coupés. Moi je parle vraiment des petites scènes avec le générique, avec la musique. Ouais, je vois très bien, mais il y a tellement eu de scènes coupées que je pourrais pas le dire comme ça. Et il y a un autre truc que je voulais dire aussi, c'est je trouve ça fou quand tu vois ce film comment il s'appelle ? J'ai oublié le nom du méchant qui est dans Captain America, le dernier. Dans le dernier Captain America ? Avec sa grosse alasse. Ah oui, je vois très bien. C'est celui qu'on voit dans ce film-là d'ailleurs. Oui, et en fait, quand je regardais, je me suis dit, c'est fou quand même que le mec, son personnage, il est né là et on l'a eu seulement... 1000 ans après. 15 ans après, plus même. Ouais, peut-être. Je pense qu'on est même à 17 ans après, je crois, comme ça. Hein. C'est fou.
C'est fou. Et au final, ça a été un méchant de Captain America Brave, je sais pas quoi. Là. Ouais, une catastrophe. Avec Red Hulk, du coup. Avec Red Hulk dedans, ouais, c'est ça qui a provoqué aussi le truc. Tu vois. C'est une cata. Mais c'est fou que le dernier film Captain America, c'est un film Hulk. D'une certaine manière, oui. C'est un film Sans Hulk. Sans Hulk. Ouais, c'est vraiment ça. C'est fou, hein. En plus, Bruce Banner, genre, il aurait pas pu être dans ce film. On voit que le mec, on le met un peu partout. Il aurait pas pu être là. Je trouve ça complètement débile. Je sais pas, je comprends pas. Non, c'est vrai. Je vais donner quelques informations ici et puis on pourra réagir. Première info. Donc, l'incroyable Hulk a rapporté 263 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le premier flop commercial de l'histoire du MCU. En même temps, il y avait que 2 films. Le film a tout juste rentré ses frais, ce qui a probablement contribué avec la problématique des droits de distribution chez Universal à la décision de ne jamais produire de suite Hulk en solo. C'est pour ça qu'ils ont dit sûrement à Comme j'avais Marvel, dit. allez-y. Exactement. En fait, vous n'avez pas le choix. D'ailleurs, il s'agit du seul film, donc Incroyable Hulk est le seul des 4 films de l'été 2008 adaptés de comic books à n'avoir reçu aucune nomination aux Oscars. Donc les 3 autres, Dark Knight, Iron Man et Hellboy, 2 ont reçu des nominations. Hellboy, putain. Et t'imagines qu'ils étaient 4 films de super-héros, c'est le seul, rien. Et connaissant Edward Norton, il devait avoir le seum. Petite info, un scénariste fantôme non crédité. Lors de son casting, Norton a négocié le droit de réécrire le script originalement signé par Zach Penn. Il a livré son propre draft en 1 mois, comme stipulé dans son contrat, mais a continué à réviser le scénario tout au long du tournage. Tim Roth confirmera plus tard qu'il y avait des réécritures quotidiennes. Oui, il a même dit que c'était pas son film. Je crois qu'il a dit, mais c'est pas moi. Donc on est d'accord. Le conflit sur le montage. Norton et le réalisateur Louis Leterrier se sont battus pour un montage de 135 minutes. Marvel a imposé une version 112, orientée action plutôt que drame psychologique. Ce que j'ai dit là tout à l'heure sur la durée des 135 minutes. Si on avait eu le drame psychologique, ça aurait été probablement plus intéressant. Parce que comme je dis, c'est ça, le truc, c'est que toute la partie banner, il manque quelque chose en fait. Le début au Brésil, top. C'est les scènes d'action qui m'ont fait le plus chier même dans le film. D'ailleurs, si je me souviens bien, il n'y avait pas un easter egg comme quoi, à un moment, quand Hulk crie en dehors de la caverne, on voit le marteau de Thor tomber du ciel. Il y a un éclair et on voit un truc tomber. Et ils avaient dit comme quoi c'était bien le marteau de Thor qui tombait. C'est pour ça qu'il y avait un éclair à ce moment-là. Ah, j'ai pas vu ça. Il faudrait revoir la scène. Mais je me souviens de ce easter egg là aussi. J'aime trop les easter eggs. C'est trop cool, mais j'adore ça. C'est incroyable. La vision du personnage. Dans une interview au New York Times en 2019, Norton a expliqué qu'il avait proposé un arc sur 2 films. L'origine, puis le Hulk comme rêveur conscient, l'homme qui peut gérer le voyage. Marvel avait dit oui. Ça ne s'est pas passé comme ça. Mais parce que je trouve que le film, il fait très suite. En fait, avec ce début, avec un générique, là, j'ai l'impression en fait que j'ai pas vu en fait, j'ai l'impression que c'est le résumé d'un premier film, le début. C'est trop bizarre. D'ailleurs, Kevin Feige a publié un communiqué officiel après l'éviction de Norton, affirmant que la décision n'était pas basée sur des facteurs financiers, mais sur le besoin d'un acteur qui incarne l'esprit créatif et collaboratif de nos autres talents. Norton est depuis considéré comme l'un des rares acteurs que Feige a coupé définitivement du MCU. Je crois que j'avais vu aussi qu'il était... qu'il n'était pas très intéressé de faire partie du MCU, même si il n'y a pas longtemps, il a dit qu'il serait ravi de revenir. Comme par hasard. Donc, Mark Ruffalo était bien le premier choix du réalisateur dès le début. Louis Leterrier avait initialement voulu caster Ruffalo pour le rôle de Bruce Banner, mais Marvel a préféré Norton, jugé plus célèbre. Ruffalo, à l'époque, ne faisait que des films intellectuels, selon les exécutifs. Leterrier et Ruffalo collaborent finalement ensemble sur Now You See Me en 2013. Incroyable. Norton ne faisait pas le travail de motion capture. Selon Thierry Notari, spécialiste motion capture pour le film, Norton n'était pas vraiment investi dans les séquences Hulk, sauf lors de la transformation de Banner en Hulk. Résultat, l'équipe VFX a dû créer manuellement toutes les expressions faciales de Hulk. C'est pour ça qu'il ne lui ressemble pas du tout et qu'il n'a absolument aucun trait humain. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Il y a un caméo de l'ancien acteur de Hulk aussi. Oui, avec la pizza. Oui, comment il s'appelle encore ? C'est Papa qui nous a dit ça. Ultra costaud. Il s'appelle Joe. J'allais dire Joe Barbaro, mais la mafia. Non, Joe Manganiello, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est Papa qui nous avait dit, parce que lui, il regardait la série Hulk, justement, et c'était lui qui jouait. C'est Lou Ferrigno. Lou Ferrigno, exactement. Petite info aussi, Tobey Maguire devait faire un caméo. Louis Leterrier avait initialement voulu que Tobey Maguire apparaisse brièvement en tant que Peter Parker dans le film. Il avait dit dans la même interview, dans quelques années, vous verrez Peter Parker rencontrer Bruce Banner. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que ça finirait par arriver dans Avengers Endgame et que Maguire finirait bien par intégrer le MCU via Spider-Man No Way Home. C'est fou parce que ça me rappelle la scène dans Spider-Man 2, je pense, où on voit en fond
à un moment, quand MJ est en train de courir au milieu d'une foule, heureuse avec son costume un peu asiatique. Là. Ah non, asiatique. asiatique. Oui, derrière, on voit l'acteur du Punisher. Et ils l'ont mis, ils n'ont pas mis le vrai acteur, ils ont mis le doubleur, parce que l'envie de notamment Sam Raimi, c'était d'avoir le Punisher qui apparaisse dans la suite. Il y avait ça. Il y avait le mec qui refuse à Tobey Maguire de rentrer au théâtre, c'est lui qui devait jouer Mysterio. Mysterio, en effet, c'était prévu. Et Doctor Strange est mentionné parce qu'il dit que le nom est déjà pris à J. Jonah Jameson. L'abomination devait avoir des oreilles pointues. Et au final, c'est quasiment ce qu'il a plus tard, hein, je pense. Il a un peu pointu, mais un peu plus comme un espèce de triton. De triton. Dans les comics, l'abomination possède des oreilles pointues. Le Terrier voulait les intégrer dans le film, mais a conclu que le Hulk les lui arracherait immédiatement pendant le combat. Mike Tyson. Ouais, c'est ça. Une fin de film trop gore pour un PG-13. Ses oreilles, comic accurate, ont finalement fait leur apparition lors du retour de l'abomination dans Shang-Chi. C'est bien ce qu'il disait. Ça devait être Deadpool, même, dans cette scène. Qui se battait contre l'abomination. Oui, c'est vrai. Dans les concept art, on voit que c'était Deadpool contre lui normalement. C'était Wong. Ouais. Et donc, on a 3 générations d'acteurs de Hulk dans le même film. Ouais, il y en a un autre. On a Bill Bixby qui jouait David Bruce Banner dans la série TV des années 70, apparaît brièvement à l'écran dans une scène où Banner regarde la télévision. On y voit un épisode de Countership of Eddie Father, de la série qui avait rendu Bixby célèbre. Lou Ferrigno, qui incarnait physiquement le Hulk dans cette même série, fait un caméo comme Vigile. J'adore la scène d'ailleurs. Le côté, je te laisse la deuxième pizza. Puis il dit, il lui dit t'es trop de la bombe. Ouais, comme ça. Il dit, et il se check, j'aime en trop. anglais, il lui dit quoi? J'ai oublié, parce que même je l'ai écouté, c'est resté dans ma tête. Ouais, j'ai trop kiffé la scène. Je sais plus ce qu'il lui dit, mais j'avais vraiment kiffé l'interaction, vraiment en mode c'est un bon gars, le type, tu vois. Et donc, du coup, je sais pas, il y a un truc quand il regarde, et puis je me suis dit, attends, pour moi, cette scène. Moi, je ne savais pas que c'était lui, hein, mais cette scène, quand je l'ai vue, la manière dont elle a été jouée, j'ai dit, c'est pas par hasard. Et je suis parti regarder et j'ai vu que c'était. Ah, bah oui. J'étais sûr qu'il y avait un truc. Mais c'est pas le seul, puisque Paul Sauls, la toute première voix de Banner en 1966, est le pizzaiolo qui est de Edward Norton. Donc Paul Sauls, qui jouait le pizzaiolo prenant soin de Banner, est la première personne à avoir incarné Bruce Banner en dehors des comics. Il en était la voix dans le dessin animé Hulk en 1966. Donc en vérité, on a 4 générations de Hulk dans le même film. Et la VF de cet acteur, c'est la voix de l'oncle Ben de Tobey Maguire. Ah bah voilà. Et donc son personnage s'appelle Stanley Lieber, le vrai nom de naissance de Stan Lee, co-créateur du personnage. Qui est aussi dans le film, Stan Lee. C'est lui qui boit la bouteille avec où il y avait le sang de Banner. Exactement. Il a tout vécu. Hein. Mais c'est vraiment ça. C'est dommage qu'on n'a pas cette finalité qui est que c'était Captain America depuis le début. Ouais, malheureusement. C'est vrai que c'était inaudible. On en reparlera, mais oui. Mais en effet. Mais je trouve qu'en tout cas, L'Incroyable Hulk est un film qui, pour moi, avait un excellent potentiel, mais restera encore aujourd'hui, comme le film. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne savent même pas que L'Incroyable Hulk est dans le MCU. Sur Disney+, il n'est pas là, si je ne me trompe pas, sauf si maintenant ça a changé depuis. Maintenant, je pense. Je sais que les Spider-Man et celui-là, voilà. Ils ont fini par tout mettre au bout d'un moment. Ouais. Mais ça fait que repartir. Hein. Je sais que là, les Spider-Man ne sont plus là. Ça change tout le temps. Mais je pense parce que Netflix prend à chaque fois des films. Mais bon, vu que c'est Sony. Mais Hulk, maintenant, ça appartient totalement à Marvel. Donc c'est différent. Oui, normalement, si. Oui, c'est fini maintenant. Ah oui? Ouais, maintenant, c'est fini. Maintenant, non, parce que Universal vient d'être acheté par. Et Paramount, ils ont été achetés là maintenant par Netflix, non? Je sais pas. Non, je sais plus. Enfin, soit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un film qui avait un gros potentiel. C'est un film avec de très bonnes choses. C'est un film avec beaucoup de mauvaises choses. Moi, ça reste un bon divertissement. Quand je le regarde, je l'aime beaucoup, mais les scènes d'action me font trop chier. Je sais pas pourquoi. Je comprends, les scènes d'action, elles peuvent être chiantes, mais en même temps bien aussi. Après, c'est personnel, parce que moi, personnellement, les combats de tout ce qui est un peu géant, j'ai jamais aimé ça. Voilà. Donc, c'est pour ça. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, c'est pour ça que tu kiffes Transformers, etc. Mais moi, par exemple, c'est pas trop mon kiff. C'est des films que souvent, j'ai dû revoir plus âgé pour un peu. Moi, j'aime bien parce que moi, j'aime bien l'aspect de la manière dont combat Hulk. Tu sais, avec l'espèce de smash, tu vois, il y a un peu plus, il y a plus de réflexion. C'est pas juste frapper, blablabla, tu vois. Donc j'aime bien. C'est même resté après ces trucs-là. J'aime bien parce que après on l'a pas dans Avengers, le Hulk, il est pas comme ça. Il est juste, il frappe et c'est tout, tu vois. Ouais. Mais donc, on a eu plus tard avec Loki quand il oui voilà, mais tu vois, c'est juste, c'est pas, il y a pas une recherche. C'est juste le côté brut, il y a pas de recherche sur les pouvoirs. Il y a pas faut savoir que Hulk écrit des Hulk smash, etc. Et là on les a sans qu'ils le disent, mais on les a. Donc il y a une réflexion dans Hulk, c'est pas juste il frappe et c'est tout, c'est pas un gorille, quoi. C'est vrai. Il y a ça et mais c'est aussi le film entier pour moi. Pourquoi j'aime le regarder?
principalement pour, je dirais, 3 choses. La première, la musique. Pour moi, c'est elle qui tient le film. Sans cette musique-là, le film ne tient pas autant. La deuxième, le grain. On n'est pas sur beaucoup de fonds verts. On est sur, encore une fois, comme le premier Iron Man, des vrais décors, ce qui fait que ça change beaucoup. On est vraiment au Brésil, on a vraiment les favelas, on a vraiment la jungle. Ça, j'aime beaucoup. Vraiment, ça change tout. Je regardais en plus en 4K sur mon écran. Et à un moment, quand il y a Blonsky qui veut prendre le truc et que l'autre, il dit « Ouais, si ça va pas, on t'arrête et tout », j'étais en mode « Waouh, je vois tous les grains qu'ils ont sur le visage, toutes les textures et tout. Et je trouve ça magnifique, quoi. On le perd énormément par après. Dommage qu'on n'a pas eu Vin Diesel au Brésil, c'est juste ça. Il manquait son caméo. Il s'arrête devant Hulk et il dit ça, c'est personne touche à la famille. Le troisième. Il a les mêmes pouvoirs. Ouais, exactement. Et la troisième chose qui tient le film pour moi, c'est la chemise blanche de Betty Ross sous la pluie. C'est l'arc narratif. C'est l'arc narratif du général et de Blonsky. Le général, il était vraiment. Le général était incroyable. Vraiment, je suis deg de ne pas l'avoir. Je suis vraiment deg. Il méritait tellement. Il le jouait trop bien, en fait. Tu passes de lui à Harrison Ford, ça arrive. En fait, Harrison Ford, il peut jouer comme il veut le connard. Je le vois toujours comme un gentil. Il a une tête trop gentille. Ouais. Même dans le film, je trouve trop. Il est un peu. Ouais, je sais pas, il y a un problème. Mais le général Ross, parce que même dans Civil War et tout, j'étais vraiment mal. Les accords de Sokovie et tout. Il avait le physique parfait pour jouer ça. La moustache, frère. Paix à son âme. C'est pour ça que quand on a eu Harrison Ford, le premier truc, il dit j'ai rasé la moustache. Mais non, c'est la moustache. C'est la moustache qui faisait Red Hulk n'a pas de moustache. Non plus. C'est chiant. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est comme pour Stan Lee avec qui devait être le cap vieux. Donc c'est vrai. Mais bon, le pauvre, ils l'ont tellement fait traîner son Red Hulk qu'il est arrivé beaucoup trop tard. Ouais, mais c'est bon, ça, malheureusement, c'est la faute de tout ce qu'il y a. Ils préféraient faire She-Hulk à la place. Voilà, c'était le podcast Nichen sur l'incroyable Hulk. Je pense qu'on n'a rien à rajouter. Non. Peut-être un peu de sel, mais sinon, ça dépend de chacun. Tant que chacun a mis ses épices, c'est bon. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!